Je ne suis là que pour mettre en scène des personnalités de belle qualité, dont Hugo Cazel-Dupré et Pierre Fautrel, que je vous demande d'applaudir tout de suite. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous arrivez discrètement sur scène avec le sourire. Ça va? Vous êtes bien à Metz? Très bien. Heureux d'être là. Vous représentez le collectif Obvious, un collectif d'artistes, de chercheurs et aussi d'amis, et c'est bien de parler d'amitié, qui travaillent à la réalisation d'œuvres d'art à l'aide de l'intelligence artificielle. J'ai l'impression que certaines de ces œuvres d'art sont exposées ici. Vous allez nous en parler. Vos pièces proposent de questionner la place de l'artiste dans le processus de création, ainsi que la créativité supposée des algorithmes. Alors après la vente aux enchères d'une de vos pièces chez Christie's, en octobre 2018, pour la modique somme de 432 500 $. Est-ce que j'ai bien le bon chiffre? Parce que Oui, j'ai cherché à croiser des infos pour être sûr. J'étais étonné du chiffre. C'est le bon chiffre. Vous êtes déjà sur les starting blocks pour préparer votre prochaine série. Je voudrais aussi signaler une action importante que vous menez, messieurs, en parallèle, en travaillant en collaboration avec de nombreux artistes et des entreprises pour créer des objets et des projets notamment originaux afin de démystifier, dites-vous, les algorithmes de deep learning auprès du grand public. Je vous cite. Rassurez-moi, je n'ai pas dit trop de bêtises jusqu'à présent, ça va? C'était parfait. C'est super. Super, ils sont indulgents avec moi. Alors le sujet du jour, si vous en acceptez, l'augure, l'intelligence artificielle au service de la création artistique. Grâce à vos passions respectives pour les technologies et notamment l'IA, l'intelligence artificielle, nous allons nous laisser guider pour explorer avec vous le processus de création avec les algorithmes, et s'il vous plaît, soyez pédagogiques, et les implications liées à l'utilisation de ces outils à des fins artistiques. Hugo, je me permets de vous appeler Hugo, Pierre, on a très envie de vous écouter. Vous avez le micro ouvert. Soyez les bienvenus à Gênes 2020. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer par un petit mot d'introduction pour remercier Gênes de cette invitation. On est très heureux de pouvoir remettre finalement les pieds sur des scènes et pouvoir parler à des gens. Le Covid a fait que ça s'est arrêté drastiquement et là que ça reprenne, ça nous met vraiment du baume au cœur. On fait un salut à tous les gens qui sont derrière leur écran et qui suivent cette conférence grâce aux nouvelles technologies. Et on fait un salut à Gauthier, le troisième larron de Obvious, qui est tout à gauche sur l'image là-haut, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la création assistée par des algorithmes d'intelligence artificielle. On va expliquer un peu notre histoire, comment est-ce qu'on fait des œuvres, ce qu'on va faire dans le futur, et puis un peu notre vision de la création assistée par algorithme. Ok, donc en fait, la raison pour laquelle on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé un truc assez dingue dans notre jeune carrière d'artiste, c'est que l'œuvre que vous voyez derrière moi, c'est une œuvre qu'on a créée, qui a été vendue aux enchères à près d'un demi-million d'euros chez Christie's en octobre 2018. Et ça a littéralement lancé notre carrière d'artiste. Et en fait, depuis, on se balade partout dans le monde pour expliquer notre message et notre vocation. Ce qu'on prône, c'est l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle comme des outils et pas comme des robots tueurs qui essayent de exterminer l'humanité. Et c'est ce message qu'on essaie de transmettre au travers de notre art. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de vous faire une petite récap pour vous expliquer comment on est arrivé dans cette situation à vendre un tableau chez Christie's aux enchères. Alors, à la base, Pierre, Hugo et Gauthier, comme vous avez pu le voir sur l'image, on est trois amis d'enfance, donc on se connaît depuis qu'on est tout jeune. On peut même vraiment tout jeune, parce que là on peut voir Pierre et Gauthier quand ils ont 5 ans, habillés par leur maman de la même manière. Donc on est des jeunes qui viennent de banlieue parisienne et on a fait des études plutôt différentes. Donc Pierre et Gauthier ont fait des écoles de commerce et moi j'ai fait des études en intelligence artificielle. Donc là je termine mon doctorat en intelligence artificielle et on est tous les trois passionnés de technologie et on est un peu aussi, on a toujours eu la volonté de travailler ensemble. Et donc au fur et à mesure de mes études, je suis tombé sur certains algorithmes. Donc là, on va voir quelques exemples. Donc là, les images que vous voyez ici, ce sont des images de personnes qui n'existent pas, en fait. Ce sont des images générées par des algorithmes.
Ça a commencé comme ça parce que, en fait, Hugo, donc on vivait tous les trois ensemble dans la maison que vous avez vue dans la slide précédente. Et en fait, Hugo, un jour, il revient à la maison avec les résultats de sa veille scientifique, qui étaient les images que vous venez de voir. Et nous, on a été ultra impressionnés par le fait que ces images étaient photoréalistes et qu'on aurait dit des vrais gens. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est les résultats du moment. Et donc, cette commode n'existe pas, ce hamster n'existe pas, c'est les algorithmes qui les ont créés avec une grosse base de données. Et en fait, nous, quand Hugo, qui en plus d'être un mathématicien brillant et très pédagogue, nous a expliqué le fonctionnement, etc., ça a littéralement fait une explosion dans notre tête et on s'est dit, bah, waouh, c'est incroyable, il faudrait qu'on fasse quelque chose avec. Et qu'est-ce qui se passe si on fait quelque chose d'artistique? C'est ça, donc la première volonté, c'était de créer avec et de faire... parce qu'à la base, ce sont des algorithmes qui ne sont pas forcément créés pour faire de l'art, mais pour différentes applications, par exemple en radiologie ou des choses comme ça. Et nous, on a eu le projet de se dire, est-ce qu'on peut créer de l'art avec? Et quelles questions créer de l'art avec des algorithmes soulève? Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc là, je vais vous faire une petite explication du fonctionnement de l'algorithme principal. Il s'appelle les Generative Adversarial Networks. Alors, globalement, on fait une petite métaphore pour l'expliquer. Comme ça, c'est un peu plus simple. Donc le fonctionnement, c'est qu'il l'algorithme se base sur une grosse base de données d'exemples d'images et va essayer de créer des nouvelles images qui partagent des caractéristiques communes. Donc par exemple, notre première série, ce sont des portraits classiques. Donc on a récupéré 15 000 portraits classiques, ce qu'on voit ici comme training set. Et ces 15 000 portraits classiques sont des images libres de droit, des grands maîtres, etc. Et donc il y a deux parties dans l'algorithme. Il y a un générateur et un discriminateur. Il y a un générateur. Ouais. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Il y a un générateur et un discriminateur. Et donc en fait, ce qu'on a, c'est que le générateur, ça va être un élève en école d'art, et le discriminateur, ça va être un prof en école d'art. Et le but du générateur, ça va être de générer la 15 001e. Si on a 15 000 portraits classiques, il va essayer de générer la 15 001e. Et le but du discriminateur, ensuite, c'est de faire la différence entre les vrais et les fausses. Et donc, au fur et à mesure d'un apprentissage, le générateur est capable de générer des vrais portraits. Donc, il apprend toutes les caractéristiques du portrait, que ce soit le nez, la bouche, les yeux, etc. Et à la fin, il est capable de générer un portrait. C'est à partir de ces images-là qu'on va essayer de faire des œuvres d'art. Pardon. Yes. Et donc, en fait, quand Hugo nous a ramené ces images et qu'il nous a expliqué ce qu'il vient de vous expliquer, et en fait, nous, ça nous a instantanément posé plein de questions philosophiques et d'histoire de l'art qui nous ont passionnés. Donc, la première, c'était est-ce que si on fait de l'art avec des algorithmes, est-ce que c'est considéré comme de l'art? Est-ce que les autres personnes de ce milieu-là considéreront que c'est de l'art? Ça a interrogé aussi très fort la place de l'artiste au sein du processus de création. Et si je ne fais pas les visuels, mais que je suis juste le cerveau qui dirige la machine, est-ce que c'est moi l'artiste ou est-ce que c'est l'algorithme qui est l'artiste? Est-ce que c'est une relation machine-outil? Et aussi le dernier, c'est est-ce que les algorithmes peuvent être créatifs? Parce que le but de ces algorithmes, quand même, de ces algorithmes d'intelligence artificielle, c'est d'exceller à une certaine tâche qui peut être assimilée à de l'intelligence. Et en l'occurrence, pour la génération d'images, ça peut être apprendre ce qu'il y a dans une image, reconnaître des choses, donc c'est des choses liées à la perception visuelle. Mais créer des nouvelles images, c'est quelque chose qui est lié à la créativité. Et donc, est-ce qu'un algorithme peut être créatif? C'est une question qu'on s'est directement posée. Et à travers notre recherche artistique, on cherche des réponses là-dessus. On cherche surtout à ouvrir le débat, à pouvoir en discuter avec des gens et former une pensée. Et donc, en gros, nous, pendant plusieurs mois, on a posé ces questions, on a eu de longues discussions sur notre canapé à faire de la philosophie de comptoir. Et puis un jour, on s'est dit, bon, allez, il faut y aller, il faut essayer de produire quelque chose pour poser ces questions au plus grand nombre. Et on a fait l'œuvre que vous voyez, qui est notre première pièce, qui est Le Conte de Bel-Ami, qu'on a donc fait en 2018. Et en fait, l'histoire s'est enchaînée. On a fait toute une série d'œuvres qui s'appelle La famille de Bel-Ami, dont est issue cette œuvre vendue aux enchères chez Christie's. Donc je vous la fais courte parce que c'est pas le sujet du jour, mais en gros, un jour, on reçoit un email de Christie's qui nous dit est-ce que les gars, vous voulez mettre une œuvre aux enchères? Bien évidemment, on dit oui parce que c'est une chance incroyable pour un jeune artiste d'avoir une telle opportunité. Et puis, on va à New York et le résultat termine à cette dimension là. En fait, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que quand vous êtes un jeune artiste et que vous faites un tel score aux enchères, il y a un retentissement mondial et la vision qu'ont les gens sur votre travail change drastiquement et vous êtes adoubé automatiquement par le milieu de l'art en entier. Donc là, on va vous montrer une petite vidéo qui résume un peu toute cette histoire qui a été absolument dingue pour nous.
Donc si la régie peut envoyer les vidéos. Obvious is a collective of 3 friends. They've been created by Obvious. Obvious. Collectif Obvious. Une intelligence artificielle peut faire de l'art. Christie's will be the first auction house to offer artwork created by artificial intelligence. What? Are they crazy or are they geniuses? You approach it assuming it's like everything else you've seen. And then when you read the label and you read that in fact this has been created by an artificial intelligence program, I think then that's the real shock. Monsieur de Bellamy, je crois, qui a été vendu la semaine dernière chez Christie's à plus de 430 000 $. It's just the beginning. It is so fascinating what is going to be created. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a eu un retentissement mondial. On a été en mise en couverture de beaucoup de magazines d'art. On a été invité partout dans le monde pour expliquer notre projet. Et en fait, c'était le début d'un nouveau mouvement d'art dont on est la figure de proue et dont on est assez fier. Donc en fait, ce qu'il faut maintenant rappeler au niveau de l'historique, donc là on vous a fait un peu l'historique de notre histoire, mais l'historique du mouvement de l'AI art, comme on l'appelle maintenant. Donc c'est un nouveau mouvement artistique qui est né de révolutions technologiques autour du deep learning et du machine learning à partir des années 2010. Donc il y a eu vraiment des innovations technologiques qui ont permis de mieux manipuler les images, de reconnaître des choses dans des images, de générer des nouvelles images. Et à partir de à peu près 2015, certains programmes ont été designés uniquement pour générer des images artistiques, donc des nouvelles esthétiques visuelles par exemple, avec Google Dream par exemple en bas à gauche. Et au fur et à mesure, il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui se sont mis à utiliser ces algorithmes pour faire de la création visuelle uniquement et de détourner les usages de certains algorithmes déjà existants pour créer des visuels intéressants, etc. Et nous, on se place dans cette continuité-là. Il s'avère juste qu'on a eu cet événement qui fait que ça a vraiment fait décoller le mouvement aussi en quelque sorte, parce que après notre enchère, il y a eu de multiples expositions. Les galeries ont commencé à être intéressées par ce type d'art. Les musées ont commencé à être intéressés par ce type d'art. Donc, c'est aussi le moment où une nouvelle génération d'artistes et un nouveau mouvement artistique est né. Donc je vous parlais de musées et l'importance, nous on considère que c'était vraiment important de pouvoir partager notre art parce qu'on a une volonté, comme l'a dit Pierre, de démystifier ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et donc, quand les musées viennent nous voir pour exposer nos œuvres, on est toujours très partant parce que c'est vraiment un moyen de faire profiter notre art à un plus grand nombre et à des gens qui n'ont pas forcément l'argent de s'acheter des toiles chères, etc. Et donc, on a eu la chance d'être invité au musée de l'Ermitage, par exemple, qui est le deuxième plus gros musée du monde à Saint-Pétersbourg, en Russie, ou en Arabie Saoudite, au Musée national de Chine, au Canada. Et donc, on pense que c'est vraiment important d'être institutionnalisé parce que ça permet vraiment de démocratiser l'art. Donc en gros, là, c'est un peu l'histoire de ce qui nous est arrivé. Là, on va vous parler des différents projets artistiques qu'on a pu mener et de ce qu'on a derrière nous, qu'on vous a apporté aujourd'hui. Donc juste après ces séries de portraits classiques, on est allé vers l'estampe japonaise. Ah non, pardon, autant pour moi, j'ai loupé une slide. Donc en gros, avant ça, je vais vous expliquer le processus artistique en 5 étapes de comment est-ce qu'on crée une œuvre d'art avec des algorithmes. Donc la première étape, c'est on s'engueule. Basiquement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc on se discute, on n'est pas d'accord et à la fin, on tombe un sujet qui va nous plaire et qui va pouvoir faire en sorte que les gens se sentent connectés à ce qu'on va pouvoir raconter. Donc ça, c'est la première étape. Ce qui est l'étape plus ou moins la plus importante parce que c'est vraiment le choix de l'inspiration. Et la deuxième étape, c'est donc si on travaille avec les types d'algorithmes qui ont besoin de grosses bases de données, on a besoin de trouver cette base de données-là. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà, maintenant on a acquis certaines compétences pour trouver des bases de données qui ont les bons critères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une certaine diversité, mais pas trop grande dans la base de données, et qui représentent bien le mouvement artistique ou le sujet dont on veut parler. C'est le moment aussi où on s'intéresse et on s'empare du sujet dont on veut parler. C'est-à-dire que l'important, c'est de pouvoir bien connaître le sujet. Donc maintenant, on est un peu calé sur l'estampe japonaise
et sur le masque africain et sur le portrait classique. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et puis après, l'étape suivante, c'est faire fonctionner nos algorithmes sur la base de données qu'on a constituée. Ça, il ne faut pas le voir comme un truc linéaire, c'est des allers-retours permanents, c'est des essais, des erreurs, des essais, des erreurs. À chaque fois, ça nous prend 24 heures par essai, le temps que l'algorithme fasse tourner, et ça, c'est le job de Hugo. Et donc là, il faut savoir qu'il y a toute une pléthore de variantes d'algorithmes et de paramètres qu'on peut changer. Donc là, il y a tout un travail technique qui est un peu comparable à un travail technique comme un peintre peut le faire. Donc il y a différents types de gouaches, il y a différents types de pinceaux, différents types de techniques pour peindre, etc. Et donc là, il y a tout un travail pour arriver vers un visuel qui nous paraît assez intéressant pour soutenir le propos qu'on veut soutenir. Ensuite, une fois que l'algorithme fonctionne, en fait, il est capable de générer des millions d'images. Et là, notre travail, ça va être un travail de curation. Donc, on va générer énormément d'images, énormément de vidéos aussi. Donc, il y a différents types de supports. Et à partir de ça, on va essayer de sélectionner les images qui sont les plus intéressantes pour nous afin de constituer une série, par exemple. Donc, sur les estampes japonaises, il y en a 22. Sur les portraits classiques, il y en a 11. Et donc là, c'est vraiment un travail de curation. Et puis, la dernière étape, pour moi, la plus importante, c'est choisir le médium. Choisir le médium, ça veut dire, en fait, que l'algorithme, il nous génère juste des JPEG sur un ordinateur. Et des JPEG sur un ordinateur, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Et en fait, il y a une vraie différence entre un JPEG sur un ordinateur et une œuvre qui résulte d'une démarche artistique. Et donc, notre travail, c'est de choisir le bon médium qui va mettre en lumière le travail et la démarche artistique qu'on a. Donc, par exemple, pour l'estampe japonaise, on essaye de s'approcher le plus proche d'une estampe japonaise. Pareil pour le masque africain. Voilà comment est-ce qu'on fait. Donc maintenant, on peut vous parler des estampes japonaises. Donc, c'est notre deuxième série après les portraits classiques. Donc, on a traité du sujet de l'estampe japonaise parce que c'est quelque chose dont déjà que visuellement on apprécie, qu'on trouve vraiment intéressant. Et ensuite, on a voulu faire aussi un parallèle entre nous, une fois qu'on a eu l'enchère, on a eu énormément de réactions et énormément d'émotions qui se sont déversées sur nous par rapport à la réception de l'intelligence artificielle par la société, parce que beaucoup de gens étaient super contents de voir qu'un tableau peut être vendu aux enchères créé par intelligence artificielle. D'autres gens n'étaient pas contents du tout. Donc il y avait des gens optimistes, des gens pessimistes, des gens opportunistes. Donc il y avait tout un type de réaction. Et nous, à partir de ça, on s'est dit qu'on allait faire un parallèle entre l'arrivée de l'électricité au Japon, qui laisse des opportunités, qui rend des gens optimistes durant la période Edo, et l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je vais rajouter un... Non, c'est bon. Okay. Et donc, en gros, le truc un peu différent qu'on a fait par rapport à la première série qui était juste de l'impression, donc c'est-à-dire ce que vous voyez là, on a été encore plus loin en utilisant la méthode traditionnelle d'impression japonaise. Donc, la personne que vous voyez en bas à droite, c'est Beno, c'est un artisan qui a utilisé le mokuhanga, qui est une sorte d'impression lithographique, qui est la méthode traditionnelle pour imprimer des estampes. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a fait aussi avec les masques africains que vous voyez derrière, c'est mettre en lumière des savoir-faire qui, dans la tête des gens, s'opposent. Souvent, quand on parle de nouvelles technologies, quand on parle de futur, comme on le fait nous, et finalement, on oppose la tradition et le savoir-faire artisanal. Et nous, on aime bien pouvoir remettre ça dans le pipe de création, ce qui fait que, en gros, on n'a pas pu vous l'apporter aujourd'hui, mais cette œuvre-là que vous voyez tout à gauche a été créée avec la méthode traditionnelle japonaise. Ça met 6 mois à être créé, il faut graver toutes les blocs de bois, etc., etc. Et même si le visuel de base donc a été généré par l'algorithme. Exactement. Et donc ce que vous avez derrière nous, c'est 2 estampes issues de la série. Et alors en fait, elles sont signées à la méthode traditionnelle japonaise. Et quand on connaît un petit peu l'estampe japonaise, on sait retrouver les différentes caractéristiques de l'estampe japonaise. Le cartouche en haut à gauche, le bokashi, c'est-à-dire le ciel bleu en dégradé, que l'algorithme a bien réussi à comprendre. Voilà. Sur les projets qui arrivent, donc les masques africains, donc là ça a été le même principe. Donc on génère d'abord des images de masques africains, après on crée un masque africain en partenariat avec un artisan ghanéen. On devait aller le voir au Ghana, mais le Covid a fait qu'on n'y est pas encore allé, mais on y va bientôt, si Dieu le veut. Et donc en gros, ce que vous voyez derrière, c'est les masques africains qui résultent de cette approche. En parallèle, ce qu'on a fait et qu'on est en train de travailler, c'est qu'on travaille avec Lascaux, parce qu'on aime ce grand écart entre ancien et nouveau, et entre le premier style d'art et le dernier style d'art. C'est quelque chose qui nous amuse assez, et donc on a fait ça, et ça arrivera dans le courant de l'année, on va faire du cave art.
On travaille aussi sur les sculptures. Donc là, comme vous avez pu voir depuis le début, on travaille sur des images qui sont en 2D, mais ce serait intéressant aussi de générer des formes en 3D, par exemple des sculptures ou des objets, et de la poterie par exemple. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué technologiquement parlant parce qu'il y a une dimension en plus et donc les coûts de calcul sont beaucoup plus grands et les méthodes doivent être un peu différentes, etc. Donc il y a un verrou technologique qui, pour l'instant, nous empêche de le faire, mais on fait justement de la recherche là-dessus. Donc on a un stagiaire qui travaille sur ça et nous, moi je travaille aussi pas mal sur ça. Et le but, c'est à la fin de pouvoir générer aussi des sculptures et de pouvoir, de la même manière que les estampes japonaises, pouvoir les faire pour de vrai dans du marbre, etc. Ce que je peux rajouter à ça, c'est qu'en fait, Hugo, c'est un chercheur, et donc nous, on passe notre temps à prendre des papiers de recherche et à les appliquer pour pouvoir faire de l'art. Et là, en fait, pour l'instant, dans tout ce qu'on a fait, il y avait les papiers de recherche, et donc on n'a plus qu'à transformer les papiers de recherche en code. Et là, dans le projet des sculptures, les papiers de recherche ne sont pas suffisants pour avoir les résultats que l'on veut. Et donc, on est obligé de faire la recherche nous-mêmes, plus ou moins. Et c'est ce que Hugo fait avec son stagiaire, c'est-à-dire que là, c'est du vrai recherche et développement, comme pourraient faire des sociétés. Nous, on n'est pas ça, mais en gros, on est obligé de le faire pour pouvoir réaliser nos ambitions artistiques. Un dernier projet dont on peut vous parler, ce sont les daguerreotypes, donc ce sont les premiers types de photographie. Une remarque qu'on nous fait souvent, c'est, enfin, quelque chose qu'on a remarqué, c'est que en 1850, quand la photographie est arrivée, certaines personnes ont voulu faire de l'art avec, et les critiques qu'ils ont reçues sont très similaires aux critiques qu'on reçoit aujourd'hui. Donc c'est très flou, c'est réservé à des ingénieurs hautement qualifiés, c'est pas de l'art, ça va remplacer les artistes, etc. Et donc on trouve le parallèle vraiment intéressant parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui la photographie est un domaine artistique établi et personne ne me remet en cause la photographie dans l'art. Et donc, dans cette optique-là, vous voyez, ça, on a pris des milliers de daguerreotypes, on a entraîné et on voit bien qu'il y a un feeling de daguerreotype. Et donc ça, on va faire une série d'œuvres de photographies de ce type-là qui va sortir dans le courant de l'année. Et en fait, cette image-là, c'est le bon exemple pour se rendre compte du rapport à l'œuvre qu'il peut y avoir au sein de nos travaux. En fait, à une certaine distance, l'œil est trompé par l'image. Et en fait, quand vous vous rapprochez, vous vous rendez compte qu'il y a une espèce de flou artistique. Alors, on vous invitera vraiment à aller voir les œuvres de plus près après la conférence parce que c'est vraiment intéressant de voir à une distance plus rapprochée quelle est l'esthétique. Et donc, en fait, nous, on joue beaucoup sur ce flou artistique. C'est un truc qui nous amuse beaucoup. Quand on s'approche, on se rend compte que c'est bizarre, mais à une certaine distance, on a l'impression que c'est une œuvre classique du mouvement qu'on essaye de réinterpréter. Et donc ça, c'est un gros travail qu'on a aujourd'hui à faire, parce qu'en fait, en 2018, quand on a commencé, la limitation elle était imposée par la technicité des algorithmes, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire plus précis. Et aujourd'hui, les algorithmes s'améliorent, et en fait, on pourrait quasiment, sur certains sujets, faire des trucs photoréalistes. Et c'est pas très intéressant de faire des choses photoréalistes parce que si c'est juste pour faire des trompe-l'œil, ça ne dit rien. Et donc, on essaye de garder de garder cette nouvelle esthétique qui est propre à ce type d'algorithme et de la travailler. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Et donc, tout cela arrive à la raison pour laquelle on fait ça. En fait, nous, on s'est rendu compte que quand je parle à ma mère d'intelligence artificielle, elle voit Will Smith qui court derrière des robots ou Terminator. Et en fait, l'intelligence artificielle souffre de ce problème-là, d'un problème sémantique, qui est un problème du fait que, en fait, dans les années 50, la science-fiction de Asimov et de tous les gens qui sont venus à sa suite ont appelé le robot qui pense intelligence artificielle. Et en fait, par la suite, les chercheurs ont appelé les découvertes d'algorithmes auto-apprenants intelligence artificielle. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de décalage sémantique. Et donc, il y a une espèce de peur de se faire remplacer par l'algorithme, alors que c'est juste un nouvel outil. Et donc, nous, on essaye d'expliquer, on essaye de montrer que ce sont juste des nouveaux outils. Et donc, c'est une grosse partie de notre travail, c'est d'être devant vous aujourd'hui et d'expliquer que ce sont juste des outils et que ce mythe du robot tueur, il n'existe pas. Et donc on cherche vraiment à démystifier et démocratiser ce que c'est que vraiment l'intelligence artificielle aujourd'hui via des exemples concrets d'œuvres d'art qu'on peut créer. Et c'est aussi la raison pour laquelle on s'appelle Obvious, parce qu'on cherche à faire des choses évidentes à comprendre et qu'on puisse vraiment comprendre et comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui. Une des choses qui a été pas mal discutée aussi, c'est que on signe nos œuvres avec la formule qui est au centre de l'algorithme qu'on utilise le plus généralement.
Et ça, c'est aussi pour remettre en question la place de l'artiste, etc. Mais c'est aussi pour donner un indice, quand on voit l'œuvre, de comprendre que non, elle a dû être créée d'une manière différente, que c'est pas juste un portrait de grand maître comme on peut en voir dans les musées ou dans les livres d'histoire. Exactement, on est des artistes 3-4, on est des artistes conceptuels, et en tant qu'artiste conceptuel, c'est important de donner le concept pour que les gens puissent comprendre. Mais on n'est pas toujours là quand on est en exposition ou quand nos œuvres sont chez les collectionneurs, et donc on est obligé de donner des indices de compréhension. Et à cela s'ajoute le fait que ce que disait Hugo et sur lequel je vais rajouter, c'est le fait qu'on choisit des sujets de l'histoire de l'art qui parlent à tout le monde. Le portrait classique, l'estampe japonaise ou le masque africain, ou plus tard la sculpture, c'est des choses que tout le monde a déjà vues, et donc on peut se sentir connecté au sujet pour pouvoir après passer au stade 2, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique de faire ces créations avec des algorithmes. Donc maintenant, on va finir avec une dernière partie où on va vous parler de la création avec algorithme en dehors du milieu de l'art avec un grand A, entre guillemets, et donc de l'application de ces nouveaux outils à différents domaines. Donc nous, on aime se voir, et c'est notre vision, de se voir comme des artistes multidisciplinaires. On n'a pas envie de, même si on adore ça, on n'a pas envie de se cantonner au fine art et à faire des pièces comme vous pouvez voir ici. On aimerait aussi utiliser nos talents créatifs pour faire de la création dans différents domaines. C'est un chemin moderne que beaucoup d'artistes prennent aujourd'hui. Donc on pense à Cause, Murakami, JR, Keith Haring, etc. Donc c'est des artistes qui sont des artistes modernes et qui vont faire à la fois de la mode et aussi du fine art, qui vont participer à des enchères, mais qui vont aussi participer à des raffles, par exemple. Et donc on est un peu en veine aussi parce que les outils qu'on utilise peuvent être appliqués et sont pertinents à appliquer dans différentes industries. Donc on va vous parler un petit peu de ça. Exactement. Donc là, ce que vous voyez, c'est 3 différents exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, et nous, on est à l'initiative de certains d'autres. Donc le premier, ce que vous voyez tout en haut à gauche, donc c'est une paire de Nike qu'on a designé avec des algorithmes d'intelligence artificielle. On va revenir un petit peu après dessus. À gauche, vous voyez des premiers essais de comment est-ce que les gens designent des vêtements pour des runways de mode ou de grandes marques. Donc là, c'est Acne. Et puis en dessous, vous avez une chaise qui a été designée par Philippe Stark à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Donc en gros, ces algorithmes... Philippe Stark étant un très grand designer. Ouais. En fait, ces algorithmes-là, ils sont des vrais outils pour des créatifs. Et en fait, pas forcément que pour des artistes et pour des créatifs. Et nous, notre job, en tant qu'artiste qui a la capacité de comprendre ces algorithmes et de les utiliser, c'est d'aller dans ces différentes industries créatives et leur montrer ce qu'il est possible de faire pour qu'à leur tour, ils les prennent en main et qu'ils produisent des choses intéressantes. Nous, on croit vraiment que ces types d'algorithmes vont vraiment être utilisés et adoptés dans ces milieux créatifs-là, parce que c'est un petit peu comme Photoshop 2.0 en quelque sorte. Donc, c'est des outils qui permettent de faire des choses très évoluées rapidement et qu'il n'était pas forcément possible de faire très rapidement avant. Et donc, on pense que ça va être adopté, que ça aura une place majeure dans les métiers créatifs plus tard, et que ça ne va pas remplacer les créatifs, mais que ça va juste être un nouvel outil comme le Photoshop 2.0. Et donc, du coup, on pense que être les premiers à faire ces exemples-là de collaboration avec des marques et de montrer comment on peut les utiliser, c'est très pertinent pour démocratiser ces outils une fois de plus. C'est toujours dans une optique de venir vers les gens avec ces outils pour dire des choses intéressantes. Et donc, comme le disait Hugo dans cette petite introduction à la partie, nous, on est en train de discuter avec des cabinets d'archi, avec des chorégraphes, avec des réalisateurs de films pour pouvoir justement utiliser ces algorithmes et notre vision plutôt optimiste du futur dans la création dans leurs différentes industries. Donc là, on peut vous faire un petit résumé d'une collab qu'on a pu faire. Donc c'est une collab qu'on a fait avec Nike pour le projet Nike by You Workshop. Donc ce qu'on a fait, c'est que c'est exactement le processus qu'on vous a expliqué avant. Donc on a récupéré, en gros, on nous a demandé de designer une Nike. Donc on pouvait changer les couleurs. Donc on pouvait juste changer le coloris de la Nike, mais sur un modèle déjà existant. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de dessiner notre propre Nike, on l'a fait dessiner par notre algorithme. On a récupéré un jeu de données avec plein d'images de Nike. Donc c'est assez facile à trouver parce que les photos sont assez normalisées, etc. Ensuite, on a entraîné l'algorithme dessus. Ce que génère en réalité l'algorithme, c'est des milliers d'images sous une forme de vidéo en continu comme ça, comme vous pouvez voir sur le Latent Space. Et donc en gros, c'est un continuum de nouveaux exemples que l'algorithme a créé.
Ensuite, dans ce continuum-là, on va décider de quelle Nike est la plus intéressante pour nous. Donc, on a sélectionné celle-ci, on aimait l'esthétique qui fait un peu futuriste. Et ensuite, on a pu designer avec eux la pièce finale sur un vrai modèle. Et vous pouvez les voir ici maintenant. Elles sont là. Voilà. Et donc ensuite, ces Nike ont été vendus sur Nike.com pendant une semaine en édition limitée. Donc voilà, c'était exactement le type de projet où les algorithmes qu'on utilise sont pertinents à utiliser. Ça, c'est un premier essai qu'on a fait. On avait certaines contraintes créatives. Nous, notre but, ça serait ensuite de pouvoir créer des Nike, des nouveaux modèles et de travailler directement avec les personnes qui créent les chaussures pour avoir une forme différente, avoir vraiment un design complètement différent. Et c'est aujourd'hui possible. Il suffit juste que Nike toque à notre porte une seconde fois. Petit clic. Donc ça, vous pouvez un peu voir mieux le modèle final tel qu'on l'a fait. Et là, pareil, on a essayé de signer entre guillemets avec notre formule parce qu'il y a un rappel à notre formule mathématique au cœur de l'algorithme sur la languette. Là et là. Un autre outil qu'on utilise dans ce genre de choses, c'est les deepfakes. Les deepfakes, vous avez sûrement vu passer ce genre de technologie. C'est une technologie qui permet de remplacer la face de quelqu'un par quelqu'un d'autre. Donc en gros, ça a été utilisé récemment par Canteloup dans son émission. Ça a été utilisé par un show américain pour faire dire des choses absolument scandaleuses à Obama à propos de Trump. Donc en gros, c'est des outils qui, en fait, pour l'instant, sont beaucoup dans l'humour, etc. Mais il est possible de faire des choses créatives et intéressantes. Donc, par exemple, nous, on a plusieurs concepts de clips ou de films avec ces algorithmes comme utilisation. Et en fait, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que ces deepfakes, c'est un autre algorithme dans notre palette d'artistes. En fait, il faut que vous voyez les algorithmes comme des différents pinceaux qui ont des utilisations différentes. Donc les GAN dont on vous a parlé, qui sont à l'origine de ces travaux-là, c'est un algorithme, et donc c'est un pinceau. Le deepfake que vous voyez ici, où là on a fait une vanne avec Roméo, Elvis et Angel, où ils se vannent l'un l'autre. Donc ça c'est un autre pinceau, et en fait on a dans notre trousse d'artistes maintenant une dizaine de pinceaux qui ont des utilisations différentes. Et donc ça, le deepfake, c'est vraiment un des trucs du futur. Et donc, on vous le présentait aujourd'hui. Voilà. Donc, on vous remercie du temps et de votre attention. Le dernier mot, c'est vraiment soyez enthousiasme à propos de l'intelligence artificielle, soyez enthousiasme et surtout curieux, parce que le principal risque qu'il y a dans le monde dans lequel on vit, c'est le titre clickbait, c'est-à-dire qu'on vous fait croire qu'une intelligence artificielle peut faire ça, peut faire ça, peut faire ça. Remplace ça. Exactement, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est juste un nouvel outil à la disposition des gens. Et donc, nous, en tant qu'artistes, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est ne vous faites pas avoir par ces titres clickbait, et la plupart du temps, c'est juste pour permettre à des gens d'avoir des nouveaux projets et d'aller de l'avant. Voilà. Merci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou si vous voulez poser des questions, si vous voulez en savoir plus. On a en effet un peu de temps. Merci beaucoup pour cette présentation lumineuse, interpellante aussi. Merci. Interpellante. Quelles sont les limites de l'exercice ? Évidemment, si c'est entre de bonnes mains, pas de problème. C'est l'humour, c'est la caricature. Très bien. Mais juste après, elle est où la limite ? Alors moi, ce que j'aime dire, mais après c'est un avis plus personnel, c'est que moi, en tant que scientifique, je crée des outils, mais derrière, c'est au gouvernement de mettre, et c'est même à la conscience collective, de mettre des freins là où il faut savoir stopper les technologies. Nous, on a une vocation artistique, donc on fait quelque chose dans la bienveillance. Donc nous, on n'a rien à se reprocher en quelque sorte. Mais bien sûr, le monde n'est pas fait que d'artistes. Et je pense qu'il faut évidemment réfléchir à ça. Et c'est pourquoi, par exemple, on participe aussi à des prises de parole ou à des comptes rendus sur l'intelligence artificielle par le gouvernement pour essayer de leur donner des conseils là-dessus, essayer de discuter, de débattre autour de ça. C'est aussi le but de l'art, de débattre d'un sujet pour mieux en connaître les inconvénients et les choses qui peuvent faire peur. Est-ce que les gouvernants tels que vous les appelez comprennent votre langage ? Est-ce qu'ils ont capté les enjeux sur ces questions ? Encore très neuve finalement. La plupart du temps, oui. Parce que quand on vient vers nous, c'est qu'il y a une volonté d'apprendre et c'est la base en fait. Mais pour revenir sur les histoires des deepfakes, en fait, c'est comment dirais-je ? C'est pas tant le problème, c'est que nous, en tant qu'artistes, en fait, comme on est au courant de ces technologies-là, l'important c'est de les montrer aux gens. Parce que s'ils savent pas que ça existe, alors leur esprit critique ne peut pas s'éveiller. Donc le problème, c'est l'ignorance.
Donc en gros, on se doit de l'apporter aux gens pour que justement ils puissent comprendre et puissent l'appréhender et puissent, le jour où c'est utilisé à mauvais escient, être au courant que ça existe. D'où mon qualificatif de lumineux tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions? Je vois des micros qui vont approcher de vous. N'hésitez pas à interpeller nos deux intervenants. Je scrute l'écran au cas où il y aurait des questions aussi par notre solution Slido. Est-ce que quelqu'un s'est manifesté? On est ébloui ici, hein, c'est difficile à voir. Oui. Dans ce cas-là, je vais en profiter pour prendre un peu la parole. Est-ce que vous comptez aussi un moment essayer d'utiliser la technologie des imprimantes 3D pour essayer justement d'atteindre encore un niveau différent et justement créer une nouvelle sorte d'art? Alors, en fait, comme on l'a dit, on travaille beaucoup sur la sculpture en ce moment, et donc on travaille sur comment est-ce qu'on va pouvoir passer les modèles 3D qu'on va générer à des vraies sculptures. Donc, notre première idée, ça a été d'aller vers l'imprimante 3D, mais pour l'instant, les rendus plastiques de l'imprimante 3D sont encore un peu... Ils ont une certaine granulosité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir vraiment quelque chose qui ressemble à un moule en résine ou à une taille dans le marbre. Et donc, pour l'instant, sur l'esthétique pure et dure, comme vous voyez, on essaie de s'approcher le plus proche du sujet de base. Et donc, comme nous, on veut faire de la sculpture gréco-romaine, pour l'instant, il vaut mieux faire de la défonce avec des jets haute pression dans du marbre que de la création par le plastique. Mais bien sûr, on passe notre temps, et on est des fans de nouvelles technologies, et donc on passe notre temps à aller dans des Fab Labs, essayer, voir quelles sont les nouvelles technologies, voir où ça en est. Mais pour l'instant, sur l'imprimante 3D pure et dure, on n'est pas satisfait des résultats plastiques que donne l'imprimante 3D. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que finalement, là où on fait vraiment la partie artistique, c'est sur la création visuelle. Et donc là, en l'occurrence, si c'est en 3D, c'est une création visuelle en 3D. Mais le moyen de production, c'est peut-être pas là où on s'exprime le plus. Et donc c'est pour ça que, enfin, si on s'exprime, mais c'est un moyen plutôt que vraiment notre approche artistique. Et donc même si le fait de faire quelque chose de complètement autonome, donc c'est-à-dire on crée avec l'algorithme une forme en 3D qui ensuite est rendu en vrai par une imprimante 3D, c'est pas forcément notre approche, parce que justement les techniques type Mokuhanga, comme on a pu voir, les techniques traditionnelles nous intéressent aussi beaucoup. Et donc pour respecter aussi en quelque sorte le mouvement des statues gréco-romaines, le faire en marbre, c'est aussi un beau clin d'œil. Merci beaucoup. Vous avez envahi le monde entier avec votre opération Christie's, je l'ai appelée comme ça. Combien représente votre communauté d'artistes par l'IA aujourd'hui? Vous êtes des précurseurs et vous le resterez à jamais. Est-ce que cette communauté grandit dans le monde? Alors cette communauté, déjà, il faut savoir qu'à la base, elle est surtout en ligne. Donc du coup, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'enchère, etc., il n'y avait pas beaucoup d'expositions, de galeries, de musées intéressés par ça. Mais elle se retrouve un peu partout dans le monde, et il y a, je dirais, au moins une centaine d'artistes plus ou moins influents qui ont leur propre approche, qui ont leur propre esthétique. Il y en a qui font du figuratif, de l'abstrait, différents types de manières de travailler, de gens qui s'expriment différemment. Ouais, il y a une grande diversité de messages, de volonté de pédagogie ou non. Le seul point commun, je dirais, c'est que tous ces artistes, pour l'instant, ont quand même des compétences techniques assez hautes, parce que c'est encore un peu compliqué d'utiliser ces algorithmes-là. Et on espère que ça va changer, et que des gens qui n'ont pas du tout de compétences techniques vont pouvoir s'exprimer à l'aide de ces outils plus tard. Avec des écoles d'art, peut-être, que vous allez Tout à fait, tout à fait. Par exemple, on a fait beaucoup de talks dans des écoles d'art, parce qu'ils sont très intéressés par une nouvelle forme de créer de l'art. Et ça s'inscrit tout à fait dans la société numérique d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. C'est un mouvement. Je crois qu'il y a des questions, ou une question. Avez-vous pensé à faire des spectacles d'animation ou des spectacles vivants? Je ne sais pas si on peut faire un parallèle, par exemple, Can Run, ou vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'animation, on n'est pas assez calé. Donc, en gros, on a une volonté d'y aller, mais c'est toujours, quand vous êtes face à un nouveau genre artistique, il faut être très humble. Il y a des gens qui passent leur vie à travailler là-dedans. Et donc, pour l'instant, nous, on a plusieurs d'autres secteurs, comme l'architecture, comme le jeu vidéo, comme la musique, sur lequel on rencontre les gens, on essaie de comprendre quelles sont leurs problématiques et en quoi est-ce que nous, avec nos outils, on peut dire quelque chose de pertinent. Donc, l'animation pure et dure, on n'y est pas encore allé, mais on sait
on voit passer dans notre veille scientifique beaucoup d'algorithmes qui pourraient s'y appliquer, mais nous, on n'y est pas allé encore. Et les experts de ce milieu-là, justement, se mettent à utiliser ces algorithmes en tant qu'outil. Et je pense que ouais, c'est une question de temps avant que des gens, justement, prennent ça comme outil premier et le promouvoient un maximum. Nous, on aimerait bien faire partie de ce type d'aventure, mais on n'a pas encore les connaissances techniques qui sont très lourdes à avoir dans ce type de domaine artistique. Animateur, c'est un vrai métier très, très, très compliqué et qui demande d'être assez brillant quand on veut être chez Pixar, etc. Et on ne peut pas arriver les deux pieds dans le plat et sauter. Et donc il faut savoir prendre les choses les unes après les autres. On a commencé par la mode, on va vers d'autres choses et je pense qu'on ira un jour. Mais la musique, c'est pareil, c'est très compliqué. Il faut réussir à trouver un chemin intéressant aussi. Qui souhaite encore s'exprimer? Oui. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Du coup, ma question, c'est comment vous assurez que votre démarche, c'est pas juste une collection de codes qui correspond à un style, par exemple. C'est-à-dire, pour les stances japonaises, comment vous... C'est pas une miniature ou une collection de comment on styles. sait qu'il ne fait pas une copie ou des choses comme voilà. ça? Oui, ok, d'accord. Bah alors, donc, c'est une question qu'on se pose beaucoup et quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'en fait, avec ce type d'algorithme, ils peuvent, c'est un phénomène qui s'appelle le surapprentissage. S'ils apprennent trop, ils peuvent copier des exemples. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie de faire un maximum attention. Et après, il y a aussi certaines choses qui nous permettent naturellement de savoir qu'on fait des choses uniques. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un lac qui avait ce type de choses au milieu du lac. Donc en fait, quand on voit quelque chose d'aberrant, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Donc si on a l'esthétique, on reconnaît que c'est une estampe japonaise, mais qu'il y a des choses aberrantes dedans, ça nous intéresse et on sait que ça peut pas être une copie parce que c'est aberrant. Donc de facto, on sait que c'est nouveau. Ça vient aussi beaucoup par, comme je disais, dans la deuxième étape du processus artistique qui est apprendre sur le mouvement en question pour être capable d'être pertinent au moment de la curation. Et de travailler des experts aussi, par exemple, de poser ce genre de questions à des experts. Ouais. Le tableau que je vois ici, par exemple, est-ce qu'il a une valeur marchande aujourd'hui, ici, à Metz? Si quelqu'un tombe amoureux de ce tableau, se dit « je vous l'achète ». Alors nous, ce qu'on a fait financièrement parlant, c'est que nos premières œuvres, on a commencé à 10 000 €. C'est le prix auquel on a commencé parce qu'on a des énormes coûts de calcul, etc. Et ensuite, il y a eu l'enchère, donc qui a fait grimper notre cote, mais on n'a pas voulu rentrer dans la spéculation du monde de l'art, qui est un peu un cercle vicieux. Et donc, du coup, on a gardé ce prix de 10 000 € pour toutes nos œuvres. Donc, on fait des séries uniques de 11 à 22 œuvres, une par an en général, et chacune des œuvres coûte 10 000 €. Vous nous faites un prix? On verra ça. On peut discuter. J'ai tenté. Je vois des bras qui bougent. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'à terme, vous avez prévu peut-être de vos un musée ou carrément ouvrir un musée par la suite avec certaines de vos œuvres? C'est une bonne remarque. Déjà, on fait notre première exposition la semaine prochaine. Donc, on va dévoiler l'entière série des masques africains la semaine prochaine dans une galerie à Paris, dans le 3e. Et puis, vous êtes tous invités à venir si vous voulez. C'est du vendredi au dimanche. Et puis après, vous avez dû louper le début de la présentation, mais on a eu la chance, à la suite de cette vente aux enchères, d'être dans des très grands musées internationaux, comme le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, le musée national de Chine et bien d'autres. Et donc, depuis ce moment-là, bien sûr, on est institutionnalisé. Et comme on disait, c'est très important pour un artiste d'être institutionnalisé, parce que, comme Hugo vous l'a dit, nos toiles sont assez chères. Et tout le monde ne peut pas se les payer. Et donc, quand ça reste dans le coffre-fort ou alors la maison d'un collectionneur fortuné, c'est difficile pour les gens de les voir. Et donc, une grosse partie de notre travail, c'est d'aller en institution pour que les gens puissent les voir. Et pour terminer, ça serait vraiment fantastique que, je dirais plutôt dans 10 ans, il y ait un musée qui fasse l'historique de tout ce qui est ce nouveau mouvement artistique. Et si le mouvement continue avec la force qu'il a maintenant, je pense que dans 10 ans, il y aura ce type de musée parce qu'il y a une formidable histoire à raconter. Et c'est pour ça que les musées sont là. Mais il ne sera sûrement pas fait par nous. Chacun son job. Nous, on n'est pas galeriste, on n'est pas curateur de musée. Il faut savoir rester dans sa ligne d'eau. Mais vous viendrez faire une conférence au Centre Pompidou-Metz pour cette première exposition. Pourquoi pas? D'autres questionnements? Oui, monsieur. Comment vous assurez que l'œuvre elle est unique?
C'est-à-dire Alors, que donc, c'est un JPEG à la ouais, page. Ouais, bien sûr. C'est donc justement c'est une question et c'est pour ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Première réponse plutôt théorique, c'est que qu'en fait, quand on part, disons que je prends les 15 000 portraits classiques que j'ai utilisés pour la série des portraits classiques, si j'entraîne 2 fois l'algorithme, il me donnera pas 2 fois le même résultat. Il y a des composants aléatoires, donc ça veut dire que si une même personne a la même base de données que vous, il peut pas vraiment recréer les mêmes images. Ensuite, ça c'est des images, les JPEG, ça reste clic droit, enregistre sous, donc tout le monde peut l'avoir. Et c'est exactement pour ça qu'on a voulu faire des œuvres physiques et que finalement, quand on crée un objet physique, on peut l'estampiller et dire que c'est l'œuvre unique associée à ce nom d'œuvre. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment intéressé par les œuvres physiques. On fait beaucoup de choses virtuelles aussi, mais je suis d'accord que dans le virtuel, c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc, sur l'œuvre physique, il y a un petit endroit où elle est signée, cachée, que seuls nous pouvons reconnaître. Donc, on ne peut pas faire de faux de Obvious. Et en plus de ça, la reproduction, c'est comme dans la photo. En fait, ça n'a pas de sens. Si jamais nous, on se mettait à reproduire des œuvres qui ont été vendues en tant qu'œuvre unique, c'est se tirer une balle dans le pied en tant qu'artiste. Donc on ne le fait pas. C'est un jeu de confiance entre l'artiste et le collectionneur. Et si un jour il s'avérait qu'on le faisait et qu'on se faisait attraper à essayer de revendre des œuvres qui ont déjà été vendues, qui sont des œuvres uniques, bah, notre carrière, elle est finie instantanément. Donc c'est un jeu de confiance avec le marché. Et c'est ce qui se passe dans la photo, c'est ce qui se passe dans bien des œuvres. Et par contre, si des gens un jour font des faux Obvious, bah, c'est limite positif pour nous. Ça voudrait dire qu'on a une réputation intéressante, quoi. En fait, les meilleurs artistes ont des faux et ils sont assez contents d'avoir. Trop de proportions gardées tout de même. Notre timing est écoulé, mais on peut encore prendre une ou deux questions rapidement si c'est le cas. Il y a un bras qui se lève au milieu. 2. Ben, on va prendre les 2 questions là, si vous en êtes d'accord. Bonjour. Du coup, j'ai 2 petites questions. J'étais pas là au début de la conférence, donc si jamais ça a déjà été dit, vous êtes basé où? À Paris, en banlieue parisienne, à Nanterre. Ok, vous disiez avoir un stagiaire, est-ce que vous en cherchez d'autres? On est toujours intéressé par les nouveaux profils. Là, pour être 100% honnête, le Covid a mis un petit peu un cran d'arrêt au marché de l'art, donc on prend que des profils qui nous rajoutent une vraie expertise, c'est-à-dire qu'on prend plus d'assistants, par exemple. On prend quelqu'un qui a une grosse expertise dans un domaine qui nous intéresse, par exemple l'animation. Ça pourrait être ce genre de profil. On peut rechercher, ouais. Mais en tout cas, ouais, n'hésite pas à nous envoyer un mail ou qu'on discute juste après. On est toujours ouvert. Merci. Ouais. Et puis dernière question ici. Juste ici, parfait. Alors bonjour. J'ai pu entendre quand vous avez répondu à une question que si un algorithme apprend trop, au final il copie. Mais comment vous pouvez imposer entre guillemets une limite à un algorithme? Alors, pour l'histoire de la copie, en fait, c'est souvent, il y a des sortes de règles qui amènent au surapprentissage. Donc, par exemple, si la base de données est trop petite, déjà, il y a des chances que ça surapprenne et que ça copie. Si la capacité d'algorithme est trop grande et que c'est de la même manière, ça risque de faire des copies. Donc, ça, c'est plutôt une compétence technique dans le sens où, en fait, ces problèmes-là, en recherche, ils sont identifiés, beaucoup de papiers là-dessus, etc. Et donc, voilà, quand on a... avec mes recherches scientifiques, je sais quels sont les problèmes auxquels je dois faire face et les reconnaître quand ils arrivent pour obtenir le visuel qu'on veut. Après, nous, on n'a pas vraiment de règles ni de limites parce qu'on fait de l'art. Et donc, justement, s'il y a un surapprentissage qui est dans nos algorithmes et que le visuel finalement devient super intéressant, ben, on le prendra quand même. Donc, nous, justement, en plus, c'est quelque chose qu'on s'amuse aussi à faire, c'est essayer de détourner l'utilisation de certains algorithmes. Donc les utiliser d'une manière différente pour qu'ils créent des visuels intéressants. On ne peut pas tout dire en 45 minutes. Merci. Hugo Cazel-Dupré, Pierre Fautrel, Merci. Le collectif Obvious, qui a une belle carrière devant lui. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite à Metz. On se retrouve dans quelques minutes pour la prochaine conférence. À tout de suite.